Voilà. Non, mais... Ouais, c'est bon, on va s'occuper. Ça marche, super. Donc l'idée c'est qu'on va déjà créer un projet Android Studio peut-être. Alors première étape. Ouais. Donc première étape. Donc, comme une classe, non. Silence dans le fond. Donc déjà on va créer donc un nouveau projet Android Studio. Donc une fois que vous avez un Android Studio de lancer, vous cliquez sur Start a new Android Studio Project. Là on va donner un nom à notre application. Donc je sais pas, je vais l'appeler Where Notification. Voilà, et je vais l'appeler comme.wearable lab dans un compagnie domaine, où on va l'appeler tout simplement, je sais pas, on va l'appeler la plaine. Voilà. Donc on a un package name du coup qui s'appelle laplaine.wearNotification. Moi j'aime pas trop ça en fait. Moi j'ai tendance, au départ sur Android, on nous disait qu'il fallait mettre un com devant. Vous allez voir que là, c'est un petit peu chiant si vous éditez le package name, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien avoir un package name qui commence par com, donc là ça s'appelle com.laplaine.wearNotification, ça change pas grand chose, mais c'est là sympa. on le name comme on veut, hein, c'est ça. Oui, vous allez voir que c'est un petit peu chiant parce que je sais pas si vous écrivez par exemple, vous prenez le milieu d'une ligne, vous écrivez une lettre, moi j'ai un petit bug, apparemment le curseur il part à la fin à chaque fois de la ligne. Donc je dois me remettre et finir d'écrire mon truc. Bon bref, vous n'êtes pas obligé de changer le package name. Donc ensuite on appuie sur Next. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer une application phone et tablette. Donc on peut choisir l'API qu'on veut. Ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit truc qui nous dit sur combien de devices ça va démarrer. Ça va fonctionner. Donc du coup là je vous propose de prendre à partir de 4.3, mais vous pouvez aussi tout à fait, si vous n'avez pas 4.3, vous pouvez prendre 5.0. C'est bon, tout le monde en est là ou pas? Pour l'instant c'est simple. Ouais, c'est bon ou pas? Ok. Vous allez voir, hein, c'est assez simple. Donc moi je vais prendre Android 4.3 là parce que j'ai téléchargé la plateforme en question, et puis parce que les notifications sur Android Wear, c'est à partir de... on peut faire des choses intéressantes à partir un petit peu d'Android 4.3. Bon, j'aurais pu prendre avant. Je peux prendre les plateformes d'avant. Je vais toujours avoir les notifications qui vont arriver correctement au niveau de la montre. Mais bon, comme l'application, là je développe vraiment une application où je vais vouloir mettre une notification sur Android Wear spécifiquement, je m'embête pas, je prends Android 4.3, l'application en elle-même Android Wear est compatible à partir d'Android 4.3 et j'ai 40,9% des devices qui vont pouvoir l'utiliser. Je pense que ça va aller, étant donné que je vais la publier nulle part, ça devrait passer. Donc, une fois que j'ai sélectionné Phone and Tablet, je fais Next. Là, j'ai plusieurs choses qui me sont proposées, donc des activités plus ou moins compliquées. Donc nous, on va pas s'embêter, on va prendre une blank activity, qui est le choix par défaut. Là, il nomme l'activité par défaut, donc main activity c'est très bien, avec un layout, donc un fichier de template qui s'appelle layout activity main. Ça, c'est un fichier XML qui va être créé. Un titre, un titre qui est le titre de mon activité, donc là c'est main activity. Et puis maintenant il y a le menu resource name qui est maintenant devenu un petit peu obligatoire, qui permet de mettre un petit menu au niveau de l'action bar. Donc si vous voyez un petit peu sur Android, vous avez l'action bar tout en haut avec éventuellement un bouton retour, et puis sur la droite vous avez la possibilité d'avoir un menu. Là il va nous générer un menu par défaut où il y aura juste settings à l'intérieur, et qu'on appuie sur settings, ça ne va rien faire du tout. Mais voilà, ça génère déjà pas mal de petites choses. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire finish. Et ça va faire un build. Donc là, ce qui se passe, c'est que... c'est généralement là où ça plante, hein, je tiens à le préciser, d'expérience. C'est là où vous aurez des problèmes avec votre Gradle. Voilà. Donc en fait, Gradle, c'est un petit peu le nouveau système de build Android. Il a la particularité de tout configurer, mais aussi de télécharger toutes les dépendances. Donc c'est-à-dire d'aller télécharger toutes les librairies dont vous allez avoir besoin.
éventuellement dans votre application. Et c'est pour voir quelles librairies sont incluses directement sur un projet simple. On peut aller chercher le build.gradle qui est dans GraddleScript. Alors je ne sais pas si vous avez cette vue-là. Est-ce que vous avez une vue qui est comme moi là? Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a aussi une autre vue qu'on peut changer. Donc, si vous avez une vue par exemple package ou project, vous pouvez cliquer en haut là et switcher sur une vue Android. Donc, tout le monde va bien pour l'instant? C'est pas terrible. Ça a bugué? Vous êtes connecté à Internet ou pas? Bon, normalement, vous devez arriver sur quelque chose comme ça. D'accord. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps. C'est bon? C'est tout gris là-bas. On n'avait rien au milieu, on n'avait pas tous les listés roulant tableau. Ouais, mais ça peut prendre du temps. Parfois, c'est parce que ça n'a pas fini de charger. Quand ça n'a pas fini de charger, vous pouvez le voir en bas à droite. Parfois, il y a marqué, donc là à gauche, il y a marqué Gradle Build Finished, mais à droite, vous pouvez voir les choses qui sont en train de s'exécuter. Donc parfois, ça tourne, il faut simplement attendre que ça se mette à fonctionner, donc ça est fini. Donc, si on double-clique sur build.gradle, là, on a des choses intéressantes. On a tout un fichier en fait de configuration de la solution qui va être compilée pour être transformée ensuite en APK. Donc il y a deux build.gradle. Ouais. Il y a un build.gradle pour le project auquel il ne faut pas toucher. Quand on regarde, c'est le build.gradle global pour tout le project. Donc ça, il faut pas y toucher. C'est simplement pour définir, on va y toucher uniquement si par exemple on a des librairies à les récupérer sur un serveur spécifique. On va pouvoir ajouter ce qu'on appelle un repository. Donc du coup, Gradle va pouvoir aller chercher des dépendances qui ne sont pas forcément publiques mais qui sont internes à la boîte, etc. Mais en général, on va pas toucher à ça. Il faut ouvrir le build.gradle du module app. Et donc quand on ouvre ce build.gradle là, donc on voit plusieurs choses, qu'on a mis un plugin comme Android Application. On a un compile SDK version qui est à 21, donc 21 c'est le niveau de l'API, 21 ça correspond à Android 5.0, normalement, non, Android, ouais c'est ça. Et vous avez différents niveaux d'API selon la version d'Android. Donc voilà, par exemple, API 8, c'est Android 2.2. Et ensuite, on monte sur chaque version d'Android. On a des versions différentes. Donc, on va utiliser le SDK en API 21, donc le SDK d'Android 5.0 pour compiler. Ceci n'a aucun effet sur la compatibilité de notre app. Ce sont uniquement les outils de compilation qui vont être utilisés. La compatibilité de notre app, ça va se gérer au niveau de min SDK version, où là, on va dire, on commence à partir de l'API 18, donc on va être compatible à partir de l'API 18, mais par défaut, notre application, elle va être compilée pour l'API 21. Donc ça c'est le target SDK version. Donc c'est toujours bien de garder un compile SDK version et un target SDK version à la version la plus haute possible, parce que ça permet de bénéficier notamment des nouveaux systèmes de build, de compilation, etc. et éventuellement de nouveaux outils qui seraient mis en place. Voilà. Ensuite, en dessous, on a des choses qui concernent l'application, donc l'application ID, qui est pareil que le package name qu'on a défini tout à l'heure. Donc moi, j'ai com.laplaine.where_notification. Le version code, qui est le numéro de version de notre app, qui est obligatoirement un entier. Et le version name, qui là est le nom de version. Donc ça peut être assez intéressant parce que potentiellement, vous pouvez modifier le version code indépendamment du version name. Quand vous allez publier ensuite votre application sur le Play Store, le fait de changer le version code, de le mettre à 2, mais de ne pas changer le version name, va déclencher une mise à jour automatique chez l'utilisateur qui a le version code 1.
Donc on peut rester en 1.0 tout en lançant une mise à jour chez l'utilisateur, en faisant une petite mise à jour mineure si on n'a pas envie de s'embêter avec des versions mineures, etc. On reste en version 1.0, on change le version code, on compile, on publie sur le Play Store et ça va proposer une mise à jour à l'utilisateur. Et ça veut dire aussi que sur version name, on met un petit peu ce qu'on veut, ce qui est assez sympa. Donc si on a envie de mettre A 1.0, alpha, etc., on peut le faire. Le reste, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus. On va simplement ajouter une dépendance là-dedans, parce qu'on va avoir besoin donc d'une librairie de support, c'est-à-dire on va utiliser des classes que met à disposition Google et qui vont s'occuper toutes seules de faire en sorte que sur les anciennes versions d'Android, on ait quand même à peu près le même résultat par rapport aux nouvelles versions d'Android. Donc ça, ce sont les librairies de support. Donc là, on en a déjà une qui est à l'intérieur, qui est la V7. Et nous, on va avoir besoin donc d'ajouter une petite ligne ici. Donc on ajoute compile. Vous pouvez copier-coller la ligne. Il faut simplement changer ce qu'il y a entre simples guillemets, en ajoutant com.android.support. Donc là, jusque-là, c'est pareil que la ligne de dessus. Sauf qu'on va mettre ensuite 2 points, support-v4. Je vais peut-être augmenter la taille du texte. Hein? Ouais, il faut que je zoome. Ouais. Alors, comment je vais zoomer? Ouais. Je vais essayer de zoomer. Le truc, c'est que... Donc, je vais essayer de changer ça. Ou pas comme ça. Ah ah, c'est mieux là. C'est mieux là? Oui. Ah, cool. Ouais, mais c'est pas ton ordre en fait. Non, mais je vais changer de toute façon la taille du texte. C'est mieux là? Est-ce qu'on voit? Laisse comme ça, Enlève. Couleur, température. Mais Non, tu peux. Voilà. Là, on voit là? Non? Ouais, Je mets plus gros ou moins gros là? Voilà, c'est bien là. C'est un peu gros. Est-ce que vous voyez dans le fond? Ok. Voilà. C'est mieux là? Cool. Voilà. Et je ferme mon menu. Merci. Voilà, Donc, je disais, on ajoute la ligne compile comme Android support, donc 2 points support-v4 et on met 21.0 pardon. Support 2.0. Donc on a maintenant deux librairies normalement à l'intérieur de notre application, de notre module app. On a la com Android support app-compat v7 en 21.03 et on a la com Android support-v4 en 21.0.0. Et alors là, il va falloir indiquer à Gradle qu'il va falloir qu'il aille chercher et intégrer cette librairie au sein de notre projet. Donc normalement, quand vous allez changer un Gradle file, en haut à droite, vous allez avoir un bouton Sync Now. Et en cliquant dessus, ça va effectuer une synchronisation du projet et donc aller chercher et intégrer la nouvelle librairie directement depuis Internet si vous ne l'avez pas, et sinon en local si vous n'avez pas Internet et que vous l'avez déjà téléchargé. Et donc ça sert à quoi là? Alors on va voir à quoi ça sert juste après. Donc ça, voilà.
jusque-là, on a fait notre application. Donc l'idée, c'est que maintenant, on va aller voir un petit peu les fichiers de layout avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, parce qu'il va falloir que je vous explique un petit peu aussi comment Android fonctionne, avant qu'on puisse vraiment coder. Donc, on va aller maintenant dans le dossier res. Et à l'intérieur de ce dossier res, vous avez un dossier layout. Donc normalement, vous avez déjà le fichier qui est ouvert. Vous avez normalement un onglet qui s'appelle activity_main.xml. Donc vous pouvez cliquer dessus. Normalement, quand vous cliquez dessus, vous allez voir un petit device avec un texte à l'intérieur Hello World. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner le texte Hello World. Donc vous pouvez mettre en plus grand en appuyant sur le petit bouton qui se trouve. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Vous voyez là? Voilà, une loupe avec marqué 1.2.1 normalement à l'intérieur, qui va pouvoir changer le scaling du truc. Et vous allez ensuite vous pouvez utiliser le scroll et les. Il y a un plus Et les barres de scroll. Oui, il y a aussi un plus. Ouais. Donc voilà. Donc là, vous avez le Hello World. Donc là, ce qui est chouette, c'est que le Hello World, on va pouvoir appuyer sur Supr pour le virer. Donc on va enlever le Hello World. Donc on n'a plus rien maintenant dans notre activité. Et là, à gauche, on va mettre un petit bouton, tout simplement. Donc on a normalement dans la partie widget, on a un bouton. Vous me dites si jamais vous suivez plus, dites-le moi pour qu'on puisse régler le problème pour pas vous perdre. Widget button. Voilà, widget button. Donc là on peut faire directement un drag and drop. Donc on prend le button et on va le mettre dans notre activité. Donc on peut le centrer en haut à gauche. Vous avez des petites flèches qui vont vous indiquer à combien de density pixels, il reviendra là-dessus, votre bouton va se trouver. Donc là, moi, je vais l'aligner tranquillement en haut à gauche. Donc normalement, j'ai une sorte de petit lock en fait quand je le mets en haut à gauche. Salut. Tout raté. Et donc quand je l'ai mis dans mon activité, là, j'ai un new button. Alors, on va lui faire prendre toute la largeur. Donc pour lui faire prendre toute la largeur. Simplement pour que c'est l'éditeur visuel qui fait ça. Donc, le LCD doit bien jusqu'au bord à gauche quand même. Oui, mais là en fait, par défaut, Android Studio il nous a généré un template. On va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur et avec des marges déjà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appuyer sur, quand on a sélectionné le bouton, on peut appuyer sur la première petite icône qui est là, je ne sais pas si vous voyez, ici. Et ça va lui faire prendre l'intégralité de la largeur. Donc maintenant, on a un bouton qui est sur la largeur avec une propriété qui s'appelle Match Parent et au niveau de la hauteur, une propriété qui s'appelle Wrap Content. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une autre barre d'onglet tout en bas. Où vous voyez, vous avez Design et vous avez aussi Texte. Et là, on va voir donc ce que le générateur visuel nous a fait, ce que l'éditeur visuel nous a fait. Donc quand on va aller dans Texte, on va avoir donc la petite preview, mais là ça ne m'intéresse pas d'avoir la petite preview. On va avoir le fichier XML de layout qui a été généré. D'accord ? Vous êtes tous arrivés à cliquer sur Texte et à voir ce qui a été généré. Donc quand on regarde, il faut cliquer sur le petit bouton texte qui est en bas. Hein. Ok ? Donc là, on a un template spécial qui s'appelle le Relative Layout. D'accord ? Le Relative Layout, c'est un template qui nous permet de positionner des éléments les uns par rapport aux autres, déjà, et aussi de gérer un système de marge permettant de positionner un petit peu les éléments où on veut. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle relatif. Vous avez d'autres systèmes de templates. Vous avez le linear layout qui va être soit en horizontal, soit en vertical. Et là, à chaque fois que dans un linear layout, par exemple horizontal, vous allez mettre un bouton, quand vous allez mettre un texte ensuite à côté, vous allez avoir le texte qui va se mettre à côté en horizontal. Et si vous mettez un linear layout qui est vertical, vous mettez un bouton, vous mettez un texte, le texte va se mettre
systématiquement en dessous. Donc là, le Relative Layout, il nous donne beaucoup plus de possibilités. Il y a plein de layouts, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus là-dessus. Donc, ce qu'on a généré ici, on a déjà les paddings, c'est pour ça qu'il y avait des marges. On a des padding left, des padding right, des padding top, des padding bottom. Donc de 16 density pixels, donc c'est pour ça qu'on a une petite marge pour notre bouton. Si on s'amuse par exemple à changer le padding, donc je vais remettre le petit aperçu. Si on s'amuse par exemple à changer le padding left et qu'on le met à 0 dp, il faut cliquer sur texte en bas. Il y a design et il y a texte. Okay. Là, on voit que notre bouton, il a bougé de position parce qu'on a enlevé complètement la marge de notre template. Donc, maintenant, le bouton, il est collé complètement à gauche. Donc, je vais annuler ça. Et donc, avec mon layout normal, là, on voit qu'il y a mon bouton qui a été ajouté. Donc, comme je vous disais, en largeur, on est en match parent. Donc, ça veut dire que l'élément va prendre toute la largeur de son parent, qui est le relative layout. Et on a le layout 8 qui est en wrap content, c'est-à-dire que là, sur la hauteur, il va essayer de prendre le moins de place possible, c'est-à-dire qu'il va juste prendre la place dont il a besoin et il va s'arrêter là. En fonction de l'objet qu'on mettra dedans. Alors, non, là c'est un bouton. Donc, par exemple, si ici, là, mon bouton, il prend, il y a du texte qui est écrit dedans. Si j'écris du texte en plus grand, il va un petit peu s'élargir. C'est pas un objet. Voilà. Donc, du coup, ici, si on s'amuse à prendre Match Parent et à le mettre ici dans le Android Layout 8, on va avoir un bouton qui va prendre toute la hauteur et toute la largeur, ce qui n'est pas franchement super joli. Donc voilà. Donc sur ce bouton, on va changer. Ouais. J'arrive pas à synchroniser. Avec Project 5 Ouais. Alors, j'arrive. Juste de là parce que. Il faut aller télécharger le JDK 7. C'est une version spécifique de Java. Ça marche, vous Pour l'instant, on a un bouton. Quel bouton alors il faut changer le bouton. Il faut que vous téléchargez le JDK 7 pour Mac. Cherchez le Java Development Kit 7 et l'installer. En général, c'est beaucoup plus galère sur Mac que sur Windows. Parce qu'en fait, sur Mac, ils n'aiment pas installer Java par défaut et il y a que SE Development Kit 7 download. Oui, c'est ça. Oh, c'est bon, c'est bon pour le reste? Ok. Donc on continue. Donc là, on a notre template, c'est chouette, il fait rien. On va changer le texte du bouton, on va juste mettre à l'intérieur push. Voilà. Comme ça, on a un bouton avec écrit push dedans. On va aussi modifier l'ID pour qu'il soit un petit peu moins ambigu, on va dire, parce que là, le Android 2.id, il est juste à button. Donc c'est pas terrible. On va essayer de lui donner un ID parce qu'on va se servir de cet ID ensuite pour aller le chercher au niveau du code. Donc pour que ce soit pratique et pour qu'on comprenne tout ce que ça va faire, on va l'appeler tout simplement push button. Par exemple. Donc là, moi je fais du camel case, donc c'est-à-dire que le premier mot je l'écris en minuscule, le deuxième mot je l'écris avec une majuscule au début. C'est pas forcément très bien, on écrirait plutôt normalement avec un underscore et button, mais bon, après comme ça va rentrer dans du code Java,
et que en Java on fait du camel case. Vous allez comprendre. Donc, on a notre bouton avec notre ID. On va ajouter un autre truc dont on aura besoin tout à l'heure. Donc on va repartir sur Design. Et on va ajouter en dessous de notre bouton Push un large text. Donc que je vais mettre en dessous simplement. Donc on va avoir un align parent left. Donc il va être aligné à gauche par rapport au parent qui est le relative layout. Et il va être en dessous de notre bouton. Donc on va avoir une propriété below qui va prendre l'ID de notre bouton. Et donc si on regarde là de nouveau ici, on a ici donc dans la partie texte une text view qui est venue s'ajouter, qui est en wrap content, donc qui va s'agrandir selon le texte qu'il va y avoir à l'intérieur. On va enlever complètement le texte qui est à l'intérieur, donc on va laisser ça vide pour pas qu'on la voit quand on n'a rien à afficher dedans. On voit qu'elle a un ID qui s'appelle TextView. On va mettre dedans, on va changer, on va mettre Spoken Text. Et ensuite le Android Layout Below, donc ça signifie, il prend l'ID du push button, donc ça veut dire que la TextView elle est en dessous du push button. Et on a une parent Start, donc il va se coller au début du layout. Est-ce que jusque-là c'est clair, l'ajout d'éléments, etc. Ça vous paraît clair, les propriétés? Très bien. Donc, maintenant, on va aller dans notre code. Donc, normalement, vous avez aussi un onglet qui est ouvert, qui est mainActivity.java. Si vous n'avez pas cet onglet ouvert, vous pouvez retrouver ce mainActivity.java à l'intérieur du dossier Java et dans com.laplaine.whereNotification, donc le premier package qui est là, donc, ou le nom de votre package, et vous allez trouver mainActivity, il suffit de double-cliquer dessus pour la rouvrir. Donc là, c'est là où on rentre dans le vif du sujet et que ça va être compliqué. Un petit peu plus compliqué. Donc là, on est vraiment dans du code Java. On voit ici donc une définition de package pour dire que la mainActivity, elle est à l'intérieur du package com.laplaine.whereNotification. On a des imports où on voit les différents objets qu'on utilise du framework Android. On voit qu'ici on utilise donc une partie de la librairie de support qui est l'Action Bar Activity. Donc l'intérêt d'utiliser la librairie de support, c'est que l'Action Bar Activity qui n'existe pas dans les versions antérieures d'Android, alors je ne sais plus exactement, ça doit être elle a dû être ajoutée, je ne sais plus en quelle version, mais en gros, toutes les versions qui n'ont pas l'Action Bar, cette librairie va se débrouiller pour faire en sorte d'afficher quelque chose qui ressemble à une action bar et qui a à peu près les propriétés et la façon de fonctionner d'une action bar sur les versions antérieures d'Android. Donc on gère vraiment la rétrocompatibilité par rapport aux anciennes versions. Ensuite on entre dans le cycle de vie de l'activité. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le cycle de vie d'une activité sur Android? Vous voyez ce que ça veut dire quand je parle de cycle de vie d'une activité? Tout le monde voit ou pas? Vas-y. Alors j'écris mal, mais c'est pas grave, je parle en même temps. Donc, sur Android, vous avez une activité. Une activité, c'est une vue. C'est quelque chose qui va venir s'afficher. C'est une vue de l'application. Donc quand la main activity ici qu'on a va démarrer, il va y avoir plusieurs choses qui vont être appelées par le système Android pour permettre l'affichage de cette vue. La première méthode qui va être appelée, c'est la méthode onCreate. Donc avec un certain nombre d'informations. Ça va être vraiment tout ce qui est l'initialisation de l'activité. Et c'est là notamment qu'on va effectuer un set content view. Le set content view, si vous regardez bien, il y a quelque chose qu'on connaît. Il y a l'activité main. On va chercher un layout qui est notre activité main.xml pour le définir en tant que template de cette activité. Donc on fait un lien entre l'activité et l'activité main qui est dans l'autre onglet.
sur Android pour aller chercher des informations en Java, pour aller chercher des fichiers XML, des ressources de type PNG, JPG, etc. On va utiliser quelque chose qui est généré automatiquement, qui est le R. Et en appelant directement ce R point pour des layouts pour des images drawable, pour des ID, on peut aller binder des fichiers ressources à une activité Java. Donc là, on va directement dire que le template c'est l'activité mail, donc ça c'est déjà fait. Et ensuite, une fois que ça c'est fait qu'une seule fois au moment de la création de l'activité, on va arriver en simplifier, j'essaie de simplifier au maximum, on va arriver dans une méthode qui s'appelle onResume. Et là, il va y avoir une sorte de boucle entre une méthode qui s'appelle onPause et onResume. Le onResume, il est appelé juste après la création d'activité, l'activité est initialisée. Dans le onResume, il va être appelé à chaque fois que l'activité entre en avant-plan. Le onPause, il va être appelé à chaque fois que votre application ou l'activité qui est lancée passe en arrière-plan. D'accord ? Donc, faire très attention à ce qu'on met dans onResume. onResume, ça va s'exécuter à chaque fois que l'utilisateur arrive au sein de l'activité qu'elle doit ramener en avant-plan. Donc, sur Android, comme vous savez probablement, il y a des multitâches. On peut tout à fait démarrer une application, être sur une activité, par exemple, une activité login, voilà, l'identification. Et puis, on appuie sur le bouton du milieu, donc le bouton Home, on sort de cette activité, donc on passe dans onPause, et puis on passe un appel, on veut revenir à notre identification. Là, quand on revient dans l'activité, ça s'appelle onResume. Parce que déjà, ça c'est clair. Ensuite, simplement pour expliquer que ça peut être fait, c'est que le onPause, on peut aussi arriver à une méthode ensuite qui s'appelle onStop et qui entraîne un onDestroy. Donc, pour simplifier, j'enlève le onStop, d'accord ? On va dire qu'on peut potentiellement arriver dans un onDestroy. Dans quel cas ça peut se produire? Ça peut se produire dans le cas où le système il a besoin de ressources. Donc on est dans le onPause, l'activité elle est en arrière-plan, mais en fait le système il a besoin de ressources parce qu'il y a un jeu super consommateur en ressources qui prend toute la mémoire vive, et donc il va avoir besoin de libérer des ressources, de libérer de la mémoire vive, et il va dire bon ok, cette application elle est en arrière-plan, depuis il y a 5 autres applications qui ont été lancées qui sont elles aussi en arrière-plan. Cette application-là, elle n'a pas été utilisée depuis 15 minutes et j'ai un jeu qui me demande 200 MO de RAM. Bon, et bien le système il va dire ok, cette activité-là, j'ai besoin maintenant, cette application-là, j'ai besoin de mémoire, je la ferme. Donc il va fermer l'application, on va arriver dans l'undestroy. Et qu'est-ce qui se passe du coup une fois que la personne revient au sein de votre activity? Et bien on va repasser ici au niveau du onFree. Parce qu'on va de nouveau initialiser l'activité puisqu'on a effectué, le système nous a obligé à effectuer une fermeture complète de l'application parce qu'il y avait besoin de ressources. Donc on a tout libéré. Donc il faut tout réinitialiser. Est-ce que ça veut dire que quand on a initialisé une connexion Bluetooth avec un appareil, une smartwatch ou n'importe quoi, on ne peut pas faire autrement que si le système appelle les onDestroy, il désactive tout. Faire autrement. Bon. Le cas pratique, en gros, c'est j'ai besoin de lire de la musique, et ça c'est vraiment très embêtant. Parce que ça veut dire que ma musique, à n'importe quel moment, elle peut s'arrêter. C'est pas terrible. Donc ça, c'est le cycle de vie de l'activité. Activity Lifecycle. On a un composant sur Android qui s'appelle le service.
Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, il y a tout un système qui s'appelle le service, qui là est une activité, pardon, c'est un processus en arrière-plan qui n'a pas de visuel. Donc c'est uniquement un processus qui fait du traitement. Donc par exemple, pour lire une musique, on va utiliser un service. Ce service, il ne peut pas être arrêté tant qu'on ne lui a pas dit, nous, de s'arrêter. Donc, quand on va vouloir lire une musique, par exemple ici, dans le OneResume, on va dire lis la musique machin.mp3, sauf qu'au lieu de le faire dans l'activité, on va dire au service, voilà, bonjour le service, j'aimerais que tu te lances parce que j'ai besoin de lire machin.mp3. Et ensuite, une fois qu'on a fini de lire machin.mp3, on va demander au service, salut, maintenant, il ne devrait plus avoir rien en lecture. Donc ça veut dire que potentiellement, dans un cas où on a affiché un progress pour savoir combien de temps on est de la musique, etc., on va aller discuter entre l'activité qui est en avant-plan et le service qui est en arrière-plan pour savoir ce qui se passe. Ça vous va? Codification. Vous allez comprendre le lien bientôt avec Android. On pourrait discuter 5000 heures dessus. Voilà. Donc c'est juste très important parce que ensuite sinon ça va être compliqué de comprendre ce qui se passe. Donc on ne va pas trop s'occuper de tout ce qui est on-create option menu, on-option item selected, etc. Ça, il s'agit du menu que nous a créé automatiquement Android Studio, qui est notre petit menu qui fait rien, donc c'est juste l'instanciation du menu, la création du menu, on l'ajoute à l'activité, et puis quand on clique sur quelque chose, ça doit faire une action, mais là l'action elle n'est pas implémentée, voilà, on s'en occupe pas. On a le onCreate, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire une notif. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre bouton. Alors comment on fait pour aller chercher notre bouton? On va ici prendre le bouton, donc le Android Widget. Alors, quelques petites choses importantes. Il faut que ça soit entre les braquettes. Non. Donc, normalement, Android Studio, il vous importe les choses automatiquement. C'est-à-dire que là, si on regarde, il nous a ajouté un Android dans les imports, un Android Widget Button. Si jamais il ne le fait pas, il faut que vous double-cliquiez ou que vous cliquiez sur la ligne qui va s'afficher en rouge, du coup, et vous pouvez appuyer sur Alt et Entrée, et il va vous proposer différentes possibilités de résolution du problème. Donc, on a notre bouton. Ici, pardon. Donc, on déclare notre bouton, qui est notre push button. Donc, maintenant, on a un push button en Java. Il va falloir aller le binder à notre push button qui se trouve dans l'activité main. Pour ça, on va caster, donc c'est-à-dire mettre en parenthèse, entre parenthèses la classe button, parce que on va utiliser une méthode qui nous fournit juste une vue. Et ensuite, c'est à nous de savoir ce que c'est que cette vue-là. C'est pour ça qu'on caste. Là, on va utiliser une méthode qui s'appelle findViewById. Normalement, quand vous commencez à taper find, vous pouvez faire CTRL espace, ou je crois que c'est commande espace sous Mac, mais je ne suis pas certain. Et ça va vous proposer l'autocomplétion. Donc on a un findViewById. Et on va aller chercher notre bouton. Donc on va aller trouver la classe R. Là, il va vous proposer com.laplaine.whereNotification. Donc c'est parfait, vous pouvez appuyer sur Entrée. Ensuite, point. On va aller chercher notre bouton grâce à son ID qu'on a mis tout à l'heure. Donc si vous vous souvenez, son ID c'est push button. Donc on fait r.id. Point. Et là, quand on commence à taper push button, c'est magnifique, on l'a. J'ai vu de ne pas du tout avoir d'autocomplétion sur FindView et push button. J'ai vu l'autocomplétion là-dessus. Essaie de faire commande espace ou. Oui, non, l'autocomplétion je l'ai, mais il ne trouve pas les notes suggestion autant pour FindView que le button. Essaie Alt et Entrée. Est-ce que button s'affiche en rouge? Oui, il est en rouge, ouais. Alors fais Alt et Entrée. Alt Entrée. Ah non, c'est bon. J'ai oublié majuscule.
Après, le Gradle fail aussi. Ah ouais, bah, si la synchro elle a failed, là c'est mort. Souvent c'est parce qu'il faut installer le JDK 7 sur Mac. Donc là on a notre push button et du coup bah, là on a un objet Java qui va binder notre bouton. Donc comment on va faire maintenant pour faire en sorte que quand on clique sur le bouton ça fasse quelque chose? Eh bien on peut prendre ici notre push button qu'on vient de déclarer, donc on écrit push button, point. Ça va nous lister toutes les méthodes qui sont disponibles et qu'on peut appeler sur ce bouton. Là, on va taper set on click. Ça va nous proposer set on click listener. Donc là, on va venir et on explique en Java qu'on veut être prévenu lorsque l'utilisateur va effectuer un clic sur le bouton. Là, on a, donc c'est cool, il nous dit qu'il nous faut un onClick listener. Donc on va créer un onClick listener. Donc pour créer quelque chose, on fait un new. Ensuite, quand on fait espace et contrôle espace, normalement il va y avoir l'autocomplétion qui va se lancer et il va vous proposer onClick listener. Et là, quand on clique, ça génère plein de codes. Et donc maintenant, quand on va appuyer sur le bouton, on va passer dans cette méthode ici qui s'appelle onClick. Et là, on a la main pour faire quelque chose. Donc, on a la main pour faire quelque chose. La chose qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une méthode qu'on va créer qui s'appelle showNotification. Donc là, normalement, ça va vous l'afficher en rouge, mais si on fait Alt, Entrée ou si on clique sur la petite lampe qu'il y a là, à gauche, il va nous proposer de créer une méthode. On clique et normalement, il nous demande de choisir où est-ce qu'on veut la méthode. Est-ce qu'on veut déclarer cette méthode dans le onCreate ou si on veut la déclarer directement dans la classe activité. Donc on va le déclarer dans la classe activité, donc il faut prendre le deuxième choix normalement qui est main activity. Et là, voilà, ça crée une méthode. Donc c'est cool. Donc quand on va cliquer sur le bouton qu'on vient de binder là. Donc c'est main activity. Oui, dans main activity. Quand on va venir cliquer sur le bouton qu'on a bindé ici et sur lequel on a mis un listener au clic, on va afficher une notif. Et là, c'est là qu'on va avoir besoin de mes notes et de l'Android Support V4. C'est bon, tout le monde y est là jusqu'à présent? On va faire un petit truc, parce que juste avant, on va faire un toast, donc toast avec majuscule, T-O-A-S-T, .mecText. On va passer un contexte, donc le contexte ça va être 10, d'accord, donc le contexte c'est l'activité ici. On va passer un texte qu'on peut écrire, donc on va mettre des guillemets. Je sais pas comment on les appelle en français, je dis double quotes en anglais, mais des guillemets. Bon, voilà. Et du coup le simple. Ok. Ah oui, apostrophe, voilà, c'est ça. Ouais. Guillemets. Donc on va écrire j'ai cliqué sur le bouton. Génial. Ça promet. Hein. Et là, on va mettre par exemple une durée en millisecondes de 3000. Donc 3 secondes. J'ai mis un truc en trop. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on a fait toast.mextext, entre parenthèses 10, guillemets, j'ai cliqué sur le bouton, virgule, 3000, fermez la parenthèse, on va pouvoir faire un point et appeler la méthode qui s'appelle show. Et c'est là qu'il faut pouvoir déployer sur un device. Alors, hop. Alors, attends. Et là maintenant, on va essayer de ne pas tout casser et déployer sur le device. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Non. Okay. Mettre en débogage USB, c'est ça?
Ouais. D'accord. Donc, qui a un device Android là? Ça va? Non. Ah bah là on voit l'écran. Alors, vous voyez là, ici, on va aller donc dans le panneau paramètres. Donc selon votre version d'Android, ça va être à différents endroits. Le plus simple, c'est sur les nouvelles versions d'Android, c'est d'ouvrir la barre de notification et d'aller appuyer sur le bouton paramètres. Et là, deux choix. Soit vous avez une option qui s'appelle option pour les développeurs, soit vous l'avez pas. Si vous l'avez pas, au départ vous l'avez pas normalement. Donc si vous l'avez pas, il faut que vous alliez dans à propos du téléphone. Et il va falloir cliquer un certain nombre de fois sur le dernier item qui s'appelle numéro de build. Et quand vous appuyez plusieurs fois sur numéro de build, il va vous dire encore 3 étapes ou encore 4 étapes pour devenir développeur. Et à un moment, il va vous dire vous êtes désormais développeur. Est-ce que vous êtes arrivé à passer dedans? Moi, je suis à option de développement. Ah, toi, vous l'avez, donc ça c'est pas mal. Est-ce que tu as pu rentrer dans à propos du téléphone? Il y a pas du téléphone, il y a une version, et après, Alors normalement, tout en bas, il y a numéro de build. moi c'est le numéro de version. Numéro de version? Et après, c'est un vieux Android, c'est même avec 2 points. C'est un vieux Android? Ah oui, de toute façon, tu pourras pas déployer, mais... 2 points, 3 points. Ouais, de toute façon, tu pourras pas déployer. Et normalement, tu peux activer donc les options de développement. Donc ça, une fois que vous avez appuyé un certain nombre de fois dessus et que ça vous dit bravo ou inutile, vous êtes déjà développeur, vous allez avoir un nouveau menu qui va s'afficher ici, qui s'appelle options pour les développeurs. Par défaut, c'est désactivé. Il faut activer ça. Il dit que c'est dangereux. Bon. Et ensuite... Non, aussi il faut le faire quand même. Et ensuite, quand vous descendez un petit peu dans la liste, une fois que c'est activé, vous allez avoir débogage USB. Et là, en cochant débogage USB, il va dire que c'est dangereux. Vous dites OK. Et vous allez pouvoir voir normalement, si vous avez les drivers, etc., pouvoir voir votre téléphone et pouvoir déployer sur votre téléphone. Une petite étape supplémentaire, normalement la première fois, c'est qu'il va vous demander d'autoriser que votre ordinateur puisse effectuer du débogage USB sur votre device. Donc il faut l'autoriser. Et à ce moment-là, vous devriez pouvoir voir votre device. Comment on fait pour voir son device? Eh bien, on peut aller... Là, normalement, il faut que le device soit connecté, en fait. Oui, j'ai oublié de le dire, ça peut être utile, effectivement. Il faut que le device il soit connecté en USB à votre ordinateur. À partir du moment où il est connecté en USB à votre ordinateur, vous allez pouvoir effectuer du débogage USB. Une fois que le débogage USB est activé, vous avez autorisé. Et pour voir si c'est bien reconnu, vous pouvez cliquer sur le petit panneau Android qui est en bas, normalement. Et là, vous devriez voir, dans la liste des devices, vous devriez voir votre device. Pour toutes les personnes qui n'ont pas ce qu'il faut, on va juste passer par la case émulateur. Ouais. Il veut pas accepter 3000? Ouais. Bon, bah ça c'est... Ouais. Ok. Donc Android Studio, moi je bosse normalement sur Eclipse, et sur Eclipse ça passe. Donc ouais, 3000 ça passe pas, parce que maintenant il veut vous obliger à prendre des constantes, soit longues, soit short. On va prendre longue ici, donc il suffit de faire le L majuscule ou de taper le T majuscule, et il va vous proposer length long et length short, donc on peut utiliser length long. Et quand on regarde normalement la constante, on peut voir, bon, c'est 1, ok. Donc, voilà, ça règle le problème. Et quand c'est menu connected device? Alors, quand c'est un menu connected device, donc il faut, soit c'est que tu n'as pas les drivers qu'il faut, etc., soit c'est parce que tu n'as pas autorisé t'as pas eu la pop-up d'autorisation, etc.
Donc, simplement pour toutes les personnes qui ne peuvent pas tester sur un device, parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont se retrouver à pas avoir de Android 4.3, etc. On peut utiliser un émulateur qui a pas mal de défauts, mais qui dépanne. Donc pour ça, il faut cliquer sur la petite icône qui est dans la barre d'icônes de toutes les couleurs. Vous avez normalement donc un truc qui est en violet avec un petit Android vert. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur le AVD Manager, donc le Android Virtual Devices Manager, qui va vous permettre de créer un émulateur. Donc de créer un faux device Android sur lequel vous allez pouvoir facilement déployer et tester. Le problème, c'est que c'est assez lent. Donc je vous montre juste comment on crée ça. On clique sur Create Virtual Device. Là, ça a été pas mal simplifié depuis quelques temps. On peut choisir Phone, on peut cliquer sur Nexus 5, on fait Next. On choisit la version d'Android sur laquelle on veut être. On fait de nouveau Next. On le nomme. J'en ai déjà un qui s'appelle Nexus 5 API 21, donc je mets API 21-2. Et là, on va avoir un certain nombre de choses. On peut faire en sorte que l'émulateur démarre un petit peu plus rapidement ou s'exécute un petit peu plus rapidement en cochant la case Use Host GPU, qui va permettre à l'émulateur d'utiliser le processeur graphique de l'ordinateur pour s'exécuter, et donc qui va permettre de faire les choses un peu plus rapidement. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur Finish, et quand vous cliquez donc sur Finish, j'ai cliqué sur Cancel parce que j'en ai déjà un, vous devez avoir un virtual device qui s'affiche dans la liste, et sur ce virtual device là, vous avez dans la partie Action de la grille, vous pouvez le lancer, et là il faut attendre un peu. Donc ça va vous lancer tout un émulateur. La première fois ça va prendre énormément de temps, ça peut prendre, ça dépend des ordinateurs, mais ça peut prendre facilement 10 minutes. Ouais. Mais les fois suivantes, normalement, comme tout le système a déjà été initialisé, etc., qu'il y a déjà eu un premier démarrage de l'émulateur, ça va démarrer un peu plus vite. Bon, c'est pas fou, mais ça démarre un peu plus vite. Ça vous permet au moins de lancer un device, donc faites-le maintenant. Comme ça, il y a une chance que d'ici la fin de cette partie-là, vous puissiez déployer l'application sur votre device de test, ou sur votre émulateur. Donc moi, j'ai de la chance, j'en ai pas besoin. Voilà, donc ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir un device Android pour tester sur un device Android. Donc là, c'est plutôt simple. C'est normal que quand tu le lances, la fenêtre disparaisse. Ouais, il y a des... Ouais, la fenêtre peut disparaître. Ouais. Parfois, il suffit de réduire Android Studio, de le remettre en avant-plan et les fenêtres se réordonnent correctement. Bon, alors on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai fait un truc complètement fou. Donc je vais lancer mon application. Donc pour lancer mon application, je vais cliquer. Donc je vais choisir le module que je veux. Donc là j'ai qu'un seul module, c'est mon module app. Tout à l'heure, si on a le temps, on en aura deux. Le module app, on va le lancer. Donc on va cliquer sur le petit bouton Run, qui est juste à côté de la liste où il y a marqué app. Et en faisant Run app ou alors Maj F10, ça va compiler l'application. C'est là où généralement on peut avoir des problèmes. Et vous voyez qu'en bas il y a marqué Gradle Executing Task, etc. Donc il fait son truc, il assemble notre application, il la compile, etc. Et une fois qu'il va avoir fini de la compiler, il va nous proposer parmi les devices connectés ou parmi les émulateurs qui sont connectés une liste de devices sur lesquels on peut lancer notre app. Donc là, j'ai mon Nexus 5 qui est branché, donc je mets OK. Ça va déployer donc l'application sur mon Nexus 5. Ça va la démarrer automatiquement. Hop. Attends une seconde. Normalement, l'application devrait démarrer toute seule. Une fois qu'elle a été installée.
Donc là, elle est en cours d'installation. Et là, c'est plus long que d'habitude. Normalement, c'est un peu moins long. Vous pouvez voir l'état en fait de l'installation de l'app. Vous voyez ici ce qui se passe. Donc, par exemple, quand c'est PM install, etc., c'est qu'il est en train d'installer l'application. Là, il est en train de la dépackager, donc ça devrait être bon. Et après, il devrait la lancer. Ah oui, je sais pourquoi. Allez. Alors, je vais regarder si ça a été installé. Ouais, voilà. Alors, du coup, moi, j'en ai deux. Alors, une seconde. Ça marche? Cool. Tu as appuyé où pour lancer la lead sur l'émulateur ou Sur la petite flèche verte où il y a marqué Run. Je vais recommencer. Hop. Voilà, ça devrait aller un peu plus vite. Voilà, donc là, ça m'a lancé l'application que je viens de compiler. Et quand j'appuie sur Push, ça affiche un petit toast avec marqué « J'ai cliqué sur le bouton ». Bon, déjà mieux que rien. Remontre-le moi. Pourquoi le tien il est rond quand il s'affiche? Ah, parce que ça c'est Android 5.0 en fait. Maintenant les toasts sont ronds. Voilà. Ça c'est cool. Maintenant on va faire ce pourquoi on est